Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, la possible contestation de la loi sur la laïcité du Québec par le gouvernement fédéral a continué de faire des vagues alors que le Bloc québécois demande aux Canadiens de se mêler de leurs affaires. Tout cela survient après que le ministre de la Justice, David Lametti, ait ouvert la porte à une intervention en Cour suprême contre la loi 21. Le ministre Lametti a du même souffle exprimé certaines craintes quant à l'application de la loi 96 sur la protection du français au Québec. J'ai donc discuté de ces deux dossiers avec le ministre Lametti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Commençons d'abord par la loi 96, dont l'objectif, c'est de s'assurer que le français est utilisé exclusivement dans les lieux de travail et les municipalités du Québec. Qu'est-ce qui suscite vos craintes dans cette toute nouvelle législation québécoise? Écoutez, d'abord, il faut souligner que je suis québécois et donc je surveille la loi non seulement comme ministre de la Justice, mais aussi comme citoyen. Et nous voulons tous protéger le français. Nous voulons tous non seulement protéger le français, mais faire en sorte que le français continue à s'épanouir. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec notre projet de loi pour protéger les langues officielles, où on a traité le Québec d'une façon et le français au Québec d'une façon asymétrique pour la première fois dans l'histoire du Canada. Ouais. Avec le projet de loi 96, en tant que juriste, j'ai des craintes pour l'accès à la justice en anglais qui est protégé dans la Constitution. Il faut évidemment voir la mise en œuvre. Mais certaines mesures proposées, comme la façon dont la loi voudrait choisir les juges, ou bien les obligations de traduire les documents, ça pourrait être une entrave ou ça pourrait avoir un impact négatif sur l'accès à la justice en anglais. Si c'est le cas, ça va aller contre l'article 133 de la Constitution. Il y a aussi le statut des peuples autochtones et ça aussi, en tant que juriste, c'est quelque chose qui me concerne. Évidemment, en tant que citoyen, j'ai peur pour l'accès à l'éducation, j'ai peur pour l'accès aux services de santé et le tout protégé par l'utilisation préventive de la clause nonobstant. On va y revenir Exactement. Dans un instant parce que vous dites, bon, il faudra voir la mise en œuvre de cette loi parce qu'on sait que vous avez annoncé la semaine dernière que votre gouvernement va intervenir dans une contestation devant la Cour suprême d'une autre loi québécoise, la loi 21 sur la laïcité, qui est en vigueur donc au Québec depuis 2019. Est-ce qu'Ottawa pourrait contester de la même façon la loi 96? Oui, c'est une possibilité. Pour l'instant, comme j'ai dit, on va voir la mise en œuvre. Parce qu'il y a des façons d'implémenter la loi 96 qui pourraient rester à l'intérieur des compétences du Québec, ou aussi à l'intérieur de la Constitution canadienne. Donc, on va surveiller de près la mise en œuvre de la loi pour voir s'il dépasse ses limites. Parlons maintenant de l'utilisation de la clause nonobstant de la Charte canadienne des droits et libertés. On sait que le gouvernement du Québec, dans le cadre des deux lois, 96 et 21, a eu recours à nonobstant avant même d'adopter les législations, avant même qu'elles soient contestées devant les tribunaux. Le Québec, visiblement, n'hésite pas à utiliser la clause nonobstant. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder par le gouvernement de François Legault? J'ai des inquiétudes, je l'avais dit dès le début. C'était toujours envisagé, je me souviens des débats au début des années 80, c'était toujours le dernier mot. Donner le dernier mot à la législature en dialogue avec les tribunaux. Et donc, c'était pas conçu d'être le premier mot, de effectivement contourner les analyses politiques ou les analyses juridiques, surtout devant les tribunaux. Et c'est exactement l'impact que l'utilisation préventive accomplit. Et c'est quelque chose qui va contre même la structure de la Charte. La Charte donne, soit la Charte canadienne, soit la Charte québécoise. Ouais. Les chartes donnent une énumération des droits protégés et puis un article pour équilibrer les limites dans une société libre et démocratique. Est-ce que
Et puis ensuite, il faut aller à la clause non-obstante après avoir eu un jugement d'un tribunal. Justement, est-ce que la contestation du gouvernement fédéral pourrait porter sur la façon dont on utilise nonobstant aujourd'hui, 40 ans finalement après l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés? Tout à fait. Je vais pas. Effectivement, on verra l'étape. On verra évidemment le jugement de la Cour d'appel du Québec. Et ensuite, si l'appel si l'appel est accueilli par la Cour suprême, s'il y a une demande, avant tout, nous allons surveiller les arguments. Mais oui, c'est un argument potentiel. Certainement, c'est l'inquiétude que j'ai en tant que juriste, en tant que ministre. Ouais. Entre-temps, il y a le premier ministre du Québec, M. Legault, qui dit que c'est un manque de respect de la part de votre gouvernement de vouloir contester des lois qui sont dûment adoptées par l'Assemblée nationale. Il y a le ministre Jolin Barrette qui dit même à Ottawa de se mêler de ses affaires. Est-ce que votre gouvernement est en train de donner des munitions au gouvernement autonomiste de François Legault à la veille des élections au Québec, vous croyez? Pas du tout. Ils sont en train de faire la politique. Écoutez, le gouvernement de Legault a contesté la loi fédérale sur le prix sur la pollution. Ils ont contesté une loi fédérale qui reconnaissait le droit des Autochtones de s'occuper de leurs propres enfants. Et ils sont allés devant les tribunaux, ils ont contesté la compétence fédérale. Ils ont perdu les deux fois, mais c'est normal. Depuis le début du pays, effectivement, on a chaque palier du gouvernement qui conteste les limites, les compétences de l'autre. Je peux sourire en disant qu'une cour de droit en première année, une cour de droit constitutionnel en première année est remplie des contestations de l'un côté ou l'autre. C'est pas un manque de respect, c'est normal. Ouais. Et ils sont en train de jouer la politique. Alors, on verra les suites qu'on va donner à ces lois 96 et 21. Monsieur le ministre, j'aimerais qu'on parle maintenant du nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu que votre gouvernement a déposé ce lundi. Donc, vous annoncez un gel national des armes de poing qui va empêcher d'acheter des nouvelles armes de poing, de les vendre, de les transférer. Pourquoi votre gouvernement n'y est pas allé avec une interdiction nationale pure et simple des armes de poing? C'est une façon non seulement de geler le marché ou de mettre une cape sur la quantité d'armes de poing dans le pays, mais c'est aussi une façon de respecter la grande majorité des propriétaires qui suivent des règlements, qui suivent des lois. Et donc, c'est très important de le respecter aussi. Ils pourraient continuer à être propriétaires de leurs armes à feu. Oui, parce qu'ils ont déjà des droits acquis, finalement. Ils vont garder un droit acquis. Tout à fait. Et donc, évidemment, on a des limites sur les transferts, etc. Ouais. Mais l'important, c'est vraiment de agir parce qu'il y a un défi dans le pays, justement à travers le pays, au Québec, en Ontario, dans les autres provinces aussi. Ouais. Je vais terminer avec les armes semi-automatiques parce qu'il nous reste quelques secondes seulement. Les groupes de pression, comme Police se souvient, réclament depuis des années une vraie interdiction au Canada des armes d'assaut. Il y a encore plusieurs modèles qui échappent à l'interdiction, alors qu'il y a des nouveaux modèles qui continuent d'être mis sur le marché au Canada. Quand on regarde ce qui s'est passé encore la semaine dernière dans une école primaire du Texas, 19 enfants tués par une arme semi-automatique, est-ce que votre gouvernement aurait pu en faire plus quant aux armes d'assaut, aux armes de type militaire? On a déjà fait beaucoup. On a commencé avec 1500 armes à feu sur la liste. Maintenant, on a ajouté à peu près 300. On va continuer d'en ajouter et on va continuer à travailler sur la définition pour avoir une définition qui est globale. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait réitéré aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler, surtout avec Police se souvient et d'autres, pour avoir une réponse cohérente. Mais l'arme à feu est déjà bannie. L'arme à feu employée au Texas, si je ne me trompe pas, est déjà bannie au Canada. Oui, donc on verra si l'interdiction va plus loin éventuellement. David Lametti, je rappelle que vous êtes ministre de la Justice. Merci beaucoup.
La possible contestation des lois 21 et 96 du Québec devant la Cour suprême, comme le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration, ça risque fort d'être des enjeux de la prochaine élection au Québec. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va commencer par les demandes de François Legault en matière d'immigration. Ça a été une fin de non-recevoir cette semaine pour le premier ministre, par le premier ministre Trudeau. Ça s'ajoute donc aux possibles contestations des lois 21 et 96. Althia, est-ce qu'on se dirige vers un affrontement Ottawa-Québec? Oui, mais je dirais en partie, c'est premièrement parce que c'est un enjeu électoral. Monsieur Legault a besoin de se battre contre quelqu'un et puis il semble pas avoir personne, pas de parti d'opposition qui lui pose des problèmes à Québec. Alors, il a décidé de s'en prendre à Justin Trudeau. De l'autre part, je dirais que Monsieur Legault a un nationaliste qui a une vue très particulière du Québec et de quoi devrait ressembler le Québec. On l'a vu avec le projet de loi 96, maintenant la loi 96, la loi 21. Et puis, sur l'enjeu de l'immigration, comme il a mentionné à Drummondville cette fin de semaine, que le Québec pourrait devenir comme la Louisiane s'il n'y avait pas les pouvoirs eux-mêmes pour pouvoir choisir leurs immigrants, en autre mot, en tout cas, selon lui, il y a pas assez d'immigrants qui parlent français. Mais je pense que qu'est-ce qui change un petit peu la donne du côté du fédéral, parce que quand même, M. Trudeau a été, durant les dernières années, n'a pas voulu vraiment rentrer en bataille, si vous voulez, avec M. Legault, parce que c'est quand même un premier ministre très populaire. Mais maintenant, il n'y a plus d'élection fédérale à l'horizon. Avec l'entente avec le NPD, on s'en va pas aux urnes pendant probablement 2 ou 3 années, puis peut-être même pas avec M. Trudeau. Alors, on le voit déjà avec sa réponse que non, il n'y avait pas l'intention de transférer les pouvoirs en immigration. Oui, je dirais, on peut s'attendre à un accrochement, mais je pense pas que ça va être beaucoup plus qu'on demande ceci, puis on vous dit non. Oui, c'est ça, parce que, bon, Catherine, Althia le dit, Ottawa veut éviter d'entrer en guerre avec le Québec, mais est-ce que, quand même, le gouvernement Trudeau est en train de donner des munitions à la CAQ à la veille des élections au Québec? Oui, mais bon, je pense que le gouvernement fédéral, c'est pas quelque chose qui le dérange particulièrement en ce moment. C'est sûr que bon, je dois avouer, Monsieur Legault, bon, il pèse quand même sur un bouton intéressant dans le sens que le système d'immigration au Canada, on peut pas dire que c'est un succès retentissant. Par contre, on peut pas dire que c'est un succès au Québec non plus. C'est très lent, il y a des délais inacceptables. Et puis, ben, Québec, contrairement aux autres provinces, a déjà beaucoup de pouvoir en immigration. Là, il veut les rapatrier complètement, ce qui fait dire, coudonc, est-ce qu'on va commencer à parler de la souveraineté du Québec? C'est une question là, qu'on pourrait se poser. Donc, comme Althia le disait, je pense que bon, Monsieur Legault, il avait des ballons d'essai, je pense, là, à l'approche des élections. Il a parlé de la Louisiane, là, il parle de l'immigration, la loi 21 et 96 aussi, c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il parle encore d'immigration, est-ce qu'il tente de rapatrier les pouvoirs du Québec. Mais bon, je pense qu'on aura droit à la même réponse, quel que soit le gouvernement, ce sera non. Oui, c'est ça. Et Joël Denis, donc, il y a des tiraillements quand même, si on ne parle pas d'affrontement entre Québec et Ottawa. Et ça a réveillé certaines spéculations au Québec. En fait, il y en a plusieurs qui croient que le premier ministre Legault, par ses demandes en immigration, par ses déclarations sur 21, sa réaction en 96, est en train de préparer le terrain pour un autre référendum sur la souveraineté. Qu'est-ce que les Canadiens doivent penser de ça? Ben, en fait, ça va peut-être éveiller certains soupçons sur les orientations politiques de M. Legault, mais je pense qu'il va tenter d'y mettre fin assez rapidement parce que la coalition Avenir Québec, c'est quand même une coalition entre des fédéralistes et des souverainistes qui ne sont plus d'avis que la souveraineté est une option valable. Donc, s'il va de l'avant avec un quelconque référendum sur la souveraineté ou affiche des couleurs beaucoup plus souverainistes que on serait prêt à l'accepter, ça menacerait sa propre coalition. Donc, il marche sur des œufs quand même. Il est prudent. Il se décrit comme un autonomiste au sein du Canada et il l'a réitéré d'ailleurs cette semaine lorsque on a dévoilé la statue de Jacques Parizeau à Québec. Donc, mais la question se pose, les soupçons vont se réveiller. Mais ce que je constate aussi, Esther, et c'est bon de le mentionner, c'est que on voit aussi qu'il y a un durcissement de la position des autres partis fédéraux à l'égard du Québec, à l'exception du Bloc québécois, pour ce qui est des demandes du Québec. Vous avez parlé de la loi 96, de la loi 21. Le gouvernement de Justin Trudeau évoque des contestations judiciaires, mais le Parti conservateur se rapproche aussi de plus en plus de
la position de Justin Trudeau. Donc, il reste le Bloc québécois pour porter le message de François Legault à la Chambre des communes. Les autres partis, il y a quand même un certain consensus par rapport à la justesse des lois 21 et des lois 85. Et le Bloc québécois qui s'est fait entendre justement là-dessus cette semaine. On va parler maintenant du projet de loi sur le contrôle des armes à feu qui a été déposé lundi, un projet de loi qui propose un gel national des armes de poing, plusieurs autres mesures aussi que réclamaient en fait des groupes de pression, comme Poly se souvient par exemple. Catherine, justement, est-ce que le gouvernement Trudeau s'est plié, vous diriez, aux critiques à la suite de sa première mouture de cette loi? Oui, tout à fait. Et on dirait quasiment que le gouvernement Trudeau il est allé par élimination, là. Donc, il a tenté de donner ce pouvoir sur les armes de poing aux municipalités. Les municipalités ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord. Par la suite, en campagne électorale, bien là, il voulait donner ce pouvoir-là aux provinces. Les provinces ont dit, bien, on veut pas de ce pouvoir. Alors là, finalement, il ne reste que la seule solution de finalement faire bannir ces armes de poing à travers le pays, ou du moins les suspendre, pas les bannir complètement. Et on l'a vu d'ailleurs, là, je dirais juste rapidement, Poly se souvient qu'il avait désavoué le gouvernement Trudeau lors de la campagne électorale. Et bien là, c'est rallié au gouvernement. Donc, on peut dire qu'effectivement, pour certainement, là, il a écouté les critiques et puis il a ajusté le tir pour faire un mauvais jeu de mots. Il faut aller un petit peu plus rapidement. Joël Denis, accueil assez favorable dans son ensemble, sauf pour les conservateurs qui jugent qu'Ottawa n'en fait pas assez pour lutter contre les armes illégales. Juge qu'Ottawa s'attaque aux propriétaires qui possèdent des armes en toute légalité. Qu'est-ce que vous avez pensé de la position des conservateurs sur ce projet de loi? Prévisible parce que le Parti conservateur demeure le parti qui va défendre les propriétaires d'armes à feu, donc il fallait qu'il y ait une certaine critique, mais je les sens moins virulents dans leur attaque contre cette mesure. Et ça, c'est vraiment un changement de ton par rapport aux autres années. Dans le passé, j'ai souvent couvert ces débats. Depuis 30 ans, je couvre la colonne parlementaire et j'ai souvent vu des débats déchirants sur la question du contrôle des armes à feu. Cette fois-ci, j'ai l'impression que le gouvernement Trudeau a atteint l'équilibre, un certain consensus entre les régions rurales et les régions urbaines. Pourquoi? Parce que le fléau auquel on veut s'attaquer, c'est la possession d'armes de poing qui est utilisée pour la violence armée dans les centres urbains. Donc, ça concerne surtout les centres urbains, la mesure concernant les armes de poing, et ça fait consensus, évidemment, parmi la députation libérale, et ça oppose pas, finalement, pour une rare fois, les députés des régions urbaines et les députés des régions rurales. Oui. Altia, pour le temps qui nous reste, je vais vous amener sur un autre sujet. Cette sortie remarquée, je dirais, de l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, dans un discours qu'il a prononcé mercredi soir. M. Morneau qui a critiqué la vision économique de Justin Trudeau. On se rappelle que Bill Morneau avait quitté la politique en 2020 sur fond de controverse, mais sur fond aussi de divergence avec Justin Trudeau. Est-ce qu'on assiste à une vengeance de la part de Bill Morneau? Comment vous le voyez? Je dirais oui, peut-être un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que M. Morneau est parti à cause de l'affaire de Oui, qui était allé faire qui est allé faire des vacances, puis qui avait oublié combien d'argent ses voyages. C'était comme une contribution de comme 40 000 $ qu'il avait reçu de l'organisation, puis que lui et sa femme, surtout sa femme, avaient donné beaucoup d'argent à Oui, puis qu'il y avait un conflit d'intérêts. Mais vraiment, la raison, c'était un conflit sur les mesures pour la pandémie, puis il y a beaucoup de gens qui croient que c'était Mme Freeland dans le bureau du premier ministre qui poussait M. Morneau vers la porte. Et puis, si on croit cette version de l'histoire, on pourrait bien se dire que c'est, oui, une petite vengeance qui s'est produite cette semaine, parce que M. Morneau, lui, s'est prononcé, et je veux pas dire que c'était... Je pense que qu'est-ce qu'il a dit, c'était vraiment ce qu'il croit, qu'autour du sein du cabinet, il n'y avait pas beaucoup d'attention portée sur la croissance économique du pays à long terme, qui est un enjeu très important, fondamental à son avis, puis que les gens ils semblaient plus intéressés à prendre des décisions politiques à courte durée, à redistribuer les fonds, au lieu de vraiment s'engager aux problèmes clés, la croissance économique. Alors, c'était son point, mais c'est certainement une critique du gouvernement très pointue d'un ancien ministre. Catherine, je vais terminer avec vous parce qu'il nous reste plus de temps, mais je veux vous entendre sur la course sur les députés conservateurs parce que vous avez écrit là-dessus cette semaine dans le National Post. C'est la période de vente de cartes de membres pour les candidats, ça s'est terminé vendredi. Le meneur présumé, Pierre Poilievre, selon ce que vous nous dites, ce que vous avez écrit cette semaine, pourrait être plus vulnérable qu'on le pensait au départ, finalement, en quelques secondes.
Oui, ben écoutez, je pense que simplement, il reste le meneur et il dépasse largement ses adversaires. Par contre, il a perdu quelques plumes, je pense notamment avec le débat en français. Et puis, je pense que de plus en plus, certains membres se demandent pour qui ils vont voter. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont acheté leur carte de membre à un événement de Pierre Poilievre qu'ils vont voter pour lui. Donc, vraiment, je pense que les jeux ne sont pas tout à fait joués. Je pense que ce sera assez intéressant de voir qu'est-ce qu'il arrive si M. Poilievre ne gagne pas au premier tour. Oui, c'est ça, évidemment. La grande réponse, donc le 10 septembre prochain. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Enfin, c'est un rapport coup de poing que l'ex-juge de la Cour suprême, Louise Arbour, a déposé lundi sur le fléau des inconduites sexuelles dans l'armée canadienne. Dans un document de près de 400 pages, Mme Arbour exhorte à de profonds changements sur les structures et les façons de faire de l'armée. Je me suis entretenue avec Louise Arbour. Bonsoir, Mme Arbour. Bonsoir. Dans votre rapport déposé lundi, vous dénoncez vivement ce que vous appelez une culture profondément déficiente au sein des Forces armées canadiennes et qui est entretenue par une structure que vous qualifiez de rigide et dépassée. Qu'est-ce qui vous a plus particulièrement marqué pendant votre enquête? Écoutez, je pense que l'étendue de l'inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes avait été très bien documentée depuis plusieurs années, non seulement par des comptes rendus dans les médias, mais principalement par le rapport de mon ancienne collègue à la Cour suprême, Marie Deschamps, par des sondages de Statistique Canada, entre autres aussi par le règlement du recours collectif, là, qui a donné lieu à presque au-delà de 19 000 réclamations. Alors, je pense que là-dessus, j'étais pas particulièrement surprise. Ce qui m'a surprise, c'est de voir que ça se passait encore aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me dire il n'y a rien de changé. Ça continue malgré des initiatives internes. La situation est encore extrêmement alarmante au sein des forces. Ouais. Oui, allez-y. Bien, parce que, justement, votre constat est affligeant. Vous parlez de culture toxique et sexiste dans les forces armées où beaucoup de femmes vivent du harcèlement, de la discrimination sur une base quotidienne. Est-ce que pendant votre enquête, qui a duré un peu plus d'1 an, il faut le rappeler, vous avez passé votre temps indigné, votre temps choqué, votre temps révolté? C'est à se poser la question. Non, je dois vous dire qu'on a passé beaucoup de temps, non seulement sur cette question-là, qui est choquante et révoltante, mais j'avais aussi comme mandat d'examiner toute la question du développement du leadership à l'intérieur des forces. Parce que vous savez qu'on s'est beaucoup préoccupé du fait que même dans les cadres seniors des forces armées, il y a eu des allégations très sérieuses d'inconduite. Et même si je n'avais pas le mandat d'examiner des cas particuliers, la question se pose toujours, comment est-ce qu'une organisation comme celle-là, qui développe son propre leadership à l'interne, peut avoir donné des résultats déplorables comme ceux qu'on a vus sur la base des allégations. Et on a passé, en fait, beaucoup de temps sur quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant, c'est-à-dire un examen très approfondi de toutes les questions qui touchent au recrutement, à la formation, à l'évaluation de la performance, tout ce qui touche aux ressources humaines, progression de carrière, promotion, sélection pour des promotions, pour essayer de comprendre comment une organisation qui est unique dans ce sens-là, il y a pas beaucoup d'organisations qui développent tout leur cadre senior entièrement à l'interne. Et donc, il faut qu'ils soient très bons à ça. Parce que, vous savez, les gens entrent dans les forces armées très jeunes, des fois à 17, 18 ans, 19 ans, et ils font toute leur carrière dans les forces. Et les forces armées ne peuvent pas recruter ni dans le secteur privé, ni chez leurs compétiteurs. Et donc, si on veut examiner un changement de culture, il faut aussi regarder toute cette question-là. Et ça a pris beaucoup de temps. Un examen, comme vous le dites, très approfondi. Parlons justement de vos recommandations. Il y en a 48. Une des principales, c'est qu'on retire complètement du système de justice martiale le traitement des plaintes pour inconduite sexuelle. Vous demandez finalement que ce soit une instance civile qui s'en occupe. Qu'est-ce que vous recommandez de différent, ou je dirais de plus, que votre ancienne collègue Marie Deschamps, qui a enquêté sur ce même problème en 2015? Vous savez, Marie Deschamps, elle n'avait pas dans son mandat l'opportunité d'examiner la justice militaire. Alors, je pense que la contribution qu'elle a faite, qui a été vraiment monumentale, ça a été d'exposer l'étendue de l'inconduite sexuelle dans une culture qu'elle a décrite comme étant hyper sexualisée, hyper
masculine. Alors, ayant décrit cet environnement-là, elle n'avait pas l'opportunité de regarder comment la justice militaire s'y adressait. Et je dois vous dire, juste peut-être pour ajuster un peu votre question, oui. J'ai pas recommandé que toute l'inconduite sexuelle soit à l'extérieur. Ce que j'ai recommandé, c'est que les agressions sexuelles. Alors, l'inconduite sexuelle, c'est très large. Ça comprend des agressions sexuelles, des crimes, là, qui sont des crimes en vertu du Code criminel du Canada, du harcèlement sexuel, et toutes sortes de formes d'inconduite, toutes les espèces de micro-agressions. Alors, ce que j'ai recommandé, c'est que les agressions sexuelles, les crimes de nature sexuelle ne relèvent plus de la justice militaire, des cours martiales, mais que, comme pour tous les autres Canadiens, ça fait l'objet d'enquêtes et de poursuites devant les tribunaux civils, là, mais à vocation criminelle. Ouais. J'ai aussi recommandé que le harcèlement sexuel, quand il est de nature sérieuse, soit porté devant la Commission canadienne des droits de la personne. Alors, ça va sortir de cet environnement hermétique là, des forces armées, l'inconduite sexuelle la plus sérieuse. Il va rester des bris de discipline, ça peut être réglé par des plaintes internes. Mm-hmm. Bon, je veux vous entendre sur les collèges militaires parce que c'est un élément nouveau dans votre rapport. Vous parlez notamment de ce qui se passe au collège Kingston en Ontario, Saint-Jean au Québec, où les cadets sont majoritairement, bon, vous le rappelez, de jeunes hommes blancs originaires de l'Ontario et du Québec. Jusqu'à quel point cette culture qu'on qualifie de toxique dans l'armée canadienne, elle est implantée très jeune chez les militaires ou je dirais chez les futurs militaires? Ne pas attribuer cette culture-là exclusivement au collège. Parce que d'abord, il faut bien comprendre que la moitié, un petit peu plus que la moitié des officiers passent pas par les collèges militaires. La formation des officiers dans les forces armées canadiennes, ça se fait beaucoup, majoritairement en fait, dans les universités civiles où des étudiants en même temps sont des cadets, des aspirants cadets et reçoivent leur formation militaire l'été, le soir, les week-ends pendant qu'ils poursuivent leurs études universitaires. Donc les collèges, ça forme présentement à peu près la moitié des officiers. Mais c'est sûr que ça implante dès le début une problématique qui est pas favorable, disons-le comme ça, à une ouverture. Il y a déjà dès le début dans les collèges militaires, moi ce que j'appellerais des tensions entre des grandes aspirations très positives, l'honneur, la vertu, le courage, la loyauté, et une réalité vécue qui véhicule le message complètement inverse. Ouais. Don't get caught. Hein? Faites-vous pas attraper. C'est ça la culture. OK. Le temps file. Je vais vous entendre sur les suites à votre enquête. Ça fait des années, donc, qu'on parle des problèmes d'inconduite sexuelle dans l'armée canadienne. Il y a eu un premier rapport, évidemment, de votre collègue, Mme Deschamps, en 2015. Vous arrivez avec votre propre rapport 7 ans plus tard. L'opposition à Ottawa reproche au gouvernement, on le sait, de s'être traîné les pieds pendant 7 ans. Avez-vous espoir que votre enquête va finalement changer les choses? Ou jusqu'à quel point vous avez espoir que votre enquête va finalement changer les choses? Étant donné que j'étais très consciente de l'inertie avec laquelle les forces ont répondu aux centaines de recommandations qui leur ont déjà été faites dans les années dernières, ils ont des tableaux pleins de recommandations. Certaines de ces recommandations sont maintenant complètement dépassées, d'autres sont contradictoires. J'étais très consciente de ça. Alors, j'ai fait quelques recommandations sur le processus que la ministre a dit qu'elle acceptait. La première, c'est que la ministre doit dire d'ici la fin de l'année au Parlement canadien quelles sont les recommandations parmi les miennes qu'elle n'accepte pas, sur lesquelles elle n'a pas l'intention d'aller de l'avant. Moi, je pense que ça va déjà nous donner beaucoup de clarté. La tradition dans le passé, c'est de dire oui, on va bouger là-dessus, puis le reste, on va étudier ça. Et puis là, ça reste dans le cimetière des recommandations. Alors, je pense qu'au moins, on va avoir un peu de clarté là-dessus. J'espère bien que la réponse, c'est on va tout mettre en œuvre, mais au moins, on va avoir beaucoup de clarté. Et j'ai recommandé également, et la ministre a accepté, qu'il y ait un contrôleur externe qui soit nommé pour suivre la mise en œuvre, la mise en application des recommandations que le gouvernement accepte. On verra les suites qui seront données à votre rapport. Louise Arbour, je répète que vous êtes ex-juge de la Cour suprême du Canada. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.
Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.